Noah se réincarne un jour en noble, mais il y a un problème majeur. Il suffit de jeter un œil à cet écran de statue, rien d'autre que la déception pure et simple de parents asiatiques. Il est né en tant que 13e prince de la famille royale impériale, et l'empereur est très intéressé de voir son nouveau petit garçon. Il est informé que l'affinité magique la plus élevée de Noah est avec l'eau, il décide donc de lui offrir un fief près de l'eau comme premier cadeau d'anniversaire. Dès qu'il dit cela, Noah remarque que quelque chose apparaît à côté de sa magie de l'eau de rang E. L'empereur demande alors à voir l'écran de statue de Noah, et Noah est un peu inquiet, car avec un tel bulletin, il finirait certainement par être jeté à la poubelle, mais miraculeusement, lorsque son écran de statue s'affiche, sa statistique de magie de l'eau est passée du rang E au double rang S. Tout le reste est toujours insolide F. Mais qui s'en soucie? Un bébé possède la statistique de magie de l'eau la plus élevée qu'ils aient jamais vue, et cela indique clairement qu'il deviendra un génie de la magie de l'eau à l'avenir, alors l'empereur prend Noah en affection. La raison pour laquelle sa magie de l'eau est de rang SS est due au fief que son père lui a accordé à sa naissance, bien que sur son écran de statut personnel, elle apparaisse toujours comme un E plus S. Les autres augmentations de ses statistiques proviennent de ses servantes, et il ne sait toujours pas pourquoi, mais il semble que plus il a de serviteurs, plus il devient fort. Quant à son niveau, il n'est encore que de 1, mais il peut apparemment être augmenté à l'infini, donc il finira forcément par devenir surpuissant, mais pour l'instant, il est encore assez faible. Pendant qu'il prend son petit déjeuner, l'une de ses servantes, Evelyne, vient l'informer que ses frères, plus précisément le premier et le 4e prince, sont venus le voir. Normalement, recevoir la visite de ses frères serait une bonne chose, mais au cours des 6 dernières années, Noah a appris que ces deux-là sont de véritables crétins, il doit donc être très prudent lorsqu'il a affaire à eux. Il se rend dans le salon pour rencontrer ses frères, et après les salutations d'usage, le premier prince annonce qu'il a apporté un cadeau pour Albert. Il demande alors à son serviteur d'apporter le cadeau et, dès que Albert voit l'épée, il comprend immédiatement qu'elle est maudite. Il peut littéralement voir les âmes tourmentées des morts qui l'entourent, et Albert sait très bien que cette épée est hantée, mais il fait semblant de croire qu'il s'agit d'un cadeau normal. Noah ne peut en aucun cas refuser un cadeau du prince héritier, il est donc obligé de l'accepter, même s'il sait que cela ne se terminera probablement pas bien. Il saisit la poignée et la soulève tandis qu'Albert explique avec désinvolture qu'il s'agit d'une épée magique d'eau et que plus de 120 chevaliers sont morts en essayant de l'utiliser. Noah est surpris d'entendre cela, alors il relâche son emprise sur l'épée, mais le 4e prince lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car jusqu'à présent, tous ceux qui n'étaient pas dignes de l'épée sont morts au moment où ils l'ont prise, donc si la malédiction devait l'affecter, il serait déjà mort à l'heure qu'il est. La raison pour laquelle Noah est immunisé contre la malédiction est probablement due à son double attribut de magie de l'OS, et il est plutôt rassurant d'apprendre qu'il ne risque pas de mourir à cause de cette chose, mais Noah est toujours furieux qu'Albert ait risqué sa vie pour une expérience stupide. Il ne peut pas le dire à voix haute, alors il attend simplement qu'Albert se lève et parte de lui-même pour pouvoir avoir un peu de paix et de tranquillité. Plus tard dans la journée, Noah marche dans les couloirs avec l'une de ses servantes, Zoé, et il remarque qu'elle semble malheureuse, alors il lui demande si quelque chose ne va pas. Zoé ne veut pas déranger Noah en lui parlant de ses problèmes, alors elle répond qu'elle va bien, mais Noah est certain que ce n'est pas le cas, alors il lui ordonne de lui dire immédiatement quel est le problème. Zoé s'exécute et dit à Noah qu'elle souhaite en fait prendre un congé pour régler des affaires familiales. Noah lui demande de quelles affaires familiales il s'agit, et elle lui explique que sa ville natale a récemment été inondée et que la ferme de sa mère a été emportée par les eaux, de sorte qu'elle n'a actuellement aucun moyen de subvenir à ses besoins. Zoé a demandé conseil sur la manière dont elle pourrait réunir suffisamment d'argent pour reconstruire la ferme, et on lui a répondu que la seule solution serait de travailler pendant un certain temps dans le quartier rouge, ce qu'elle avait l'intention de faire pendant son congé, mais Noah ne l'entend pas de cette oreille. Il lui dit qu'il va donner un travail à sa mère. Après tout, il avait l'intention d'embaucher un professionnel pour fermer les portes arrière, et comme elle lui a été recommandée, il la paiera 10 renés par mois. Zoé demande à Noah s'il est sûr de son choix, car 10 renés est un salaire bien supérieur à la moyenne, et elle n'a jamais entendu parler d'un travail consistant à fermer les portes arrière, mais c'est parce que Noah vient de l'inventer. Il veut aider Zoé, et c'est son argent de toute façon, alors qui va l'en empêcher? Il lui dit également qu'il possède une vieille maison à la périphérie de la ville, et qu'elle et sa mère peuvent y séjourner afin de ne pas avoir à se soucier du loyer. Zoé lui a été fidèle toute sa vie, il est donc hors de question qu'il la laisse vendre son corps dans le quartier rouge à cause d'une inondation. Mais en parlant d'inondation, Noah a encore une chose à faire. Il appelle son majordome, Dylan, et lui ordonne de prendre des dispositions pour acheter autant de terres que possible qui ont été endommagées par l'inondation. Dylan et Zoé sont tous deux choqués d'entendre cela, mais Noé leur explique qu'il y aura forcément des escrocs qui tenteront d'arnaquer toutes les personnes innocentes qui viennent de perdre leurs moyens de subsistance, et qu'il veut donc les protéger avant que cela ne se produise. Dylan reste sans voix, car il n'arrive pas à croire que Noé ait pu prédire les conséquences aussi longtemps à l'avance, alors qu'il n'a que 6 ans et très peu d'expérience. Noah a souvent été confronté à ce genre de situation dans sa vie passée, mais il ne peut pas leur en parler,
alors il passe à autre chose sans donner d'explication. Dylan est plus qu'heureux d'aider Noah à acquérir les terres, mais il demande comment ils vont trouver les fonds nécessaires, car selon ses estimations approximatives, cela coûterait environ 700 000 renés. Zoé est choquée lorsqu'elle entend ce chiffre, et Noah ne lui en veut pas, car c'est pratiquement une petite fortune. Ici, dans la capitale, un adulte gagne en moyenne 120 renés par an, ce qui suffit pour subvenir aux besoins d'une famille, acheter une maison et bien se nourrir. La famille de Noah est évidemment plus riche que la moyenne, mais même ainsi, il ne dispose que d'environ 500 000 renés, et il doit donc trouver un moyen de réunir rapidement 200 000 renés supplémentaires. Il n'a pas beaucoup d'options, alors il décide de vendre le fief qu'il possède, mais Dylan lui dit qu'il ne peut pas faire cela. Cette terre était un cadeau de l'empereur, et la vendre sans autorisation serait un crime contre la famille impériale. Noah en est conscient, mais il veut quand même le faire car il n'a pas d'autre choix, et il est prêt à accepter la punition que son père décidera de lui infliger. Le lendemain, Noah et ses serviteurs sont occupés à se préparer à se rendre dans les terres inondées, lorsqu'il reçoit la visite inattendue du 4e prince, Henri. Albert est peut-être un crétin, mais Henri est en fait plutôt sympa une fois qu'on apprend à le connaître, et il se soucie sincèrement de Noah. Il est donc venu l'avertir que l'épée qu'Albert lui a donnée a une volonté propre, et que même s'il est immunisé contre la malédiction, il devra tout de même gagner sa reconnaissance avant de pouvoir l'utiliser en toute sécurité. Noah prend son conseil à cœur, et peu après, il part pour le village de Dasso. À son arrivée, il découvre que le terme « dégâts causés par les inondations » est un euphémisme pour décrire ce qui s'est passé ici, car on dirait que Kratos et Poséidon se sont battus à coups de poing. À première vue, Noah se rend compte que la plupart des propriétaires ont dû perdre leurs documents dans les inondations. Il ordonne donc à Dylan de se rendre au bureau du gouvernement et de trouver toutes les copies qu'il peut afin de faciliter l'achat. Pendant ce temps, Noah décide de se rendre sur place en personne pour voir comment les gens se portent après l'inondation. Zoé tente de l'en empêcher, car la reconnaissance n'est pas une tâche qui incombe à un prince, mais il lui répond qu'il y ira qu'elle le veuille ou non, et qu'elle peut soit l'accompagner, soit attendre dans la calèche jusqu'à son retour. Zoé accepte à contre-cœur d'accompagner Noah pour enquêter, et la situation est aussi grave qu'elle en a l'air. Toutes les récoltes ont été complètement détruites, il n'y a donc aucune chance qu'il y ait une récolte cette année, et sans récolte, les villageois ne pourront pas survivre. À ce moment-là, Noah entend une cloche sonner et remarque que tous les villageois ont commencé à se rassembler sur ce qui était autrefois la place du village. Zoé suppose qu'il s'agit d'une distribution de nourriture, car l'Empire fournit des fonds de secours à toutes les régions touchées par des catastrophes naturelles comme celle-ci. Noah trouve que c'est une bonne chose que le système d'aide aux sinistrés de cette région fonctionne comme prévu, et il se rend auprès des villageois pour partager leur repas, mais dès qu'il goûte la nourriture, il retire tout ce qu'il venait de dire de positif sur cet endroit. Il a déjà goûté de la nourriture britannique moins déprimante que cette triste excuse de bouillon, et il est presque sûr que les légumes utilisés ici étaient pourris. L'un des villageois entend Noah se plaindre de la nourriture, et ignorant l'identité de Noah en tant que prince, il suppose qu'il doit être une autre victime malheureuse de l'inondation. Il dit à Noah que la nourriture est toujours comme ça et que même s'ils se plaignent, rien n'est fait à ce sujet, car les personnes qui préparent la nourriture se moquent éperdument de choses stupides comme la santé ou l'intoxication alimentaire. À ce moment-là, Noah entend une annonce concernant une inspection, alors il demande à Zoé de quoi il s'agit, et elle lui explique que le représentant du gouvernement local, Lord Gérald, est venu inspecter la qualité de la nourriture. Gérald s'approche de la marmite contenant le mystérieux ragoût et trouve que cela a l'air immangeable, mais comme ce n'est pas lui qui doit le manger, il s'en moque. Il demande au chef de lui préparer un vrai repas à la maison, ce que celui-ci accepte volontiers, car ils ont conclu un accord. Cependant, Noah refuse de laisser un comportement aussi cruel impuni. Il confronte Gérald et lui demande s'il autorise la distribution de nourriture de si mauvaise qualité parce qu'il empoche le reste du budget alimentaire pour lui-même. Gérald, pensant que Noah n'est qu'un paysan sans pouvoir, admet ouvertement qu'il détourne le budget alimentaire, car il pense que Noah ne peut rien y faire. Entendre Gérald se vanter de voler les survivants affamés du déluge fait bouillir le sang de Noah, à tel point que l'épée maudite commence à réagir. Gérald en a assez d'écouter les propos irrespectueux de cet enfant inconnu, il sort donc son épée et se prépare à le tuer, mais avant qu'il ne puisse le faire, l'épée Léviathan s'envole de son étui et arrive à côté de Noah. La forte volonté et le sens de la justice de Noah ont suffi pour que l'épée le reconnaisse comme un digne porteur. Maintenant qu'il est capable d'utiliser son pouvoir, il tranche sans effort la tête de Gérald pour avoir détourné des fonds et menacé un prince royal. Peu après, Lord Rowan, le patron de Gérald, arrive, et les gardes tentent de le convaincre d'arrêter Noah pour avoir tué Gérald. Mais dès que Rowan voit Noah, il le reconnaît immédiatement comme le 13e prince et s'agenouille pour lui témoigner son respect. Noah dit à Rowan qu'ils doivent avoir une longue discussion au sujet de la situation. Ce qui est une façon polie de dire que Rowan est dans de beaux draps pour avoir laissé Gérald s'en tirer ainsi pendant si longtemps. Il dit qu'il a déjà puni Gérald, mais que les complices qui l'ont aidé à voler ses fonds sont toujours là-bas,
et il attend donc de Rowan qu'il s'occupe d'eux de manière appropriée. En attendant, Noah lui ordonne de faire préparer un repas décent pour les gens ici. Plus tard, après que Noah a finalisé l'achat du village, Albert reçoit un rapport sur ce que Noah a fait, et il est surpris que son frère ait pu utiliser l'épée sans subir d'inconvénients, mais il a encore d'autres projets pour lui à l'avenir. Pendant ce temps, Noah est convoqué à une réunion avec son père pour s'expliquer. Il s'attendait à être réprimandé pour avoir vendu ses terres afin d'acheter un village endommagé par les inondations, mais à sa grande surprise, l'empereur le remercie. Si Noah n'avait pas fait ce qu'il a fait, les dommages subis par ces personnes auraient été bien plus importants. Il voit clairement que Noah est un jeune homme compétent, alors il lui demande de continuer à servir l'Empire de toutes ses forces, ce que Noah accepte avec joie. Peu de temps après, nous voyons Noah rendre visite à la ville de Myre, et il est là parce qu'il a entendu dire qu'une chanteuse talentueuse se produit. Alors que le spectacle commence, Noah est captivé par la belle voix de la jeune fille, et il apprécie vraiment sa performance. Mais soudainement, un groupe de voyous fait irruption dans le théâtre et se met immédiatement à crier après la jeune fille. Apparemment, le père de la jeune fille leur doit beaucoup d'argent, c'est pourquoi elle travaille comme chanteuse ici pour le rembourser. Mais les voyous ne pensent pas qu'elle sera capable de gagner assez d'argent pour les rembourser de cette façon, alors ils la menacent et lui crient d'aller travailler dans le quartier rouge. Tout le monde voit cela se produire, mais ils ont tous trop peur pour intervenir et faire quelque chose, alors Noah décide de prendre les choses en main avant que la situation ne s'aggrave. Il sort sur scène et cite la loi dans la Constitution impériale qui interdit spécifiquement de forcer les enfants à payer les dettes de leurs parents, donc ce qu'ils font est illégal. Les voyous disent à Noah de s'occuper de ses affaires et le menacent de lui donner une leçon s'il ne se retire pas. Mais Noah invoque simplement son épée et leur tire des coups d'avertissement. Maintenant, ils savent que Noah n'est pas quelqu'un avec qui on peut s'amuser, alors ils se retirent tous, mais ils crient encore qu'il paiera pour cela la prochaine fois qu'ils le verront. Une fois les voyous partis, Noah demande à sa servante de remettre une carte de visite au propriétaire de ce théâtre, et lui dit que si ces voyous reviennent, il devrait leur dire que la jeune fille est sous sa protection. Le propriétaire jette un coup d'œil à la carte et reste sans voix en réalisant que Noah est le 13e prince. Il se tourne ensuite vers la jeune fille et lui demande combien coûtent ses dépenses mensuelles. Elle hésite à répondre car elle dépense beaucoup d'argent pour s'occuper de sa mère malade, mais Noah lui dit soudainement qu'il est prêt à lui payer 25 reines pour qu'elle puisse se concentrer sur le chant sans avoir à se soucier de l'argent, et elle n'a pas non plus à s'inquiéter de le rembourser, mais pour l'instant, il aimerait qu'elle termine sa performance. Après être rentré chez lui, Noah est accueilli par sa servante en chef, et il est heureux d'être de retour à la maison. Mais il y a un groupe de personnes qui s'inclinent devant la porte, et il ne sait pas de quoi il s'agit. La servante explique que ces personnes sont des prêteurs sur gage et qu'elles ont dit être là pour s'excuser auprès de lui pour ce qu'elles ont fait puisqu'elles n'avaient pas réalisé que Noah était un prince. Mais Noah dit à sa servante de les renvoyer parce qu'il n'est pas quelqu'un à qui ils peuvent parler chaque fois qu'ils le souhaitent. Juste à ce moment, Henri arrive et il a tout entendu, alors il dit à Noah qu'il a fait un choix intelligent parce que s'il accordait une audience à des voyous comme eux, cela nuirait à la réputation de la famille royale. Noah est d'accord que ce serait mauvais pour leur réputation d'accueillir des gens comme ça, mais ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle il a choisi de les ignorer. Il explique qu'il y a en fait une chanteuse qu'il veut soutenir, et il a pensé que s'il laissait les voyous penser qu'il était encore en colère, alors il n'embêterait plus la jeune fille. Henri est surpris que Noah soit prêt à aller si loin pour une chanteuse, mais il est tout aussi surpris par le fait qu'il ait pu penser si loin à l'avance. Ses autres frères, comme Frank et Gary, ont à peu près son âge, mais ils ne seraient jamais capables de concevoir un plan aussi bien pensé sur le moment, bien que ce ne soit pas non plus attendu d'eux, puisqu'ils sont encore des enfants. Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle Henri est venu aujourd'hui est qu'il veut discuter de l'épée. Et sur ce point, Noah le remercie pour l'avertissement qu'il a donné la dernière fois concernant le fait que l'épée a une volonté propre parce que cela l'a vraiment aidé. Henri est heureux de l'entendre, mais il se demande comment Noah la transporte puisque l'épée serait normalement trop grande et peu pratique pour un enfant de sa taille à porter. Mais Noah dit que ce n'est pas vraiment un problème puisqu'il peut faire ça. Henri est choqué lorsqu'il voit l'épée de Noah apparaître de nulle part, alors il lui demande comment il a fait. Noah explique qu'il réduit simplement son épée et la cache dans sa manche. L'épée est un trésor national depuis des siècles à ce stade, mais personne n'a jamais été proche de faire quelque chose comme ça avec, et Henri prend cela comme un signe du talent naturel de Noah. Plus tard dans la soirée, Noah accompagne Henri à la porte d'entrée pour qu'il puisse rentrer chez lui, et c'est alors qu'il remarque que les voyous de tout à l'heure sont toujours là à supplier pardon, mais il ne s'en soucie pas particulièrement. Un des voyous est vraiment agacé par le fait que Noah continue de l'ignorer, alors il se lève et le menace de le tuer, mais Noah le fait facilement tomber à terre sans bouger un muscle. Henri lui demande ce qu'il vient de faire, alors il explique qu'il vient de libérer un peu du pouvoir de Léviathan pour calmer l'homme, et cela indique un contrôle incroyable, mais à ce stade, Henri n'est plus surpris. Ce même soir, Noah décide de se rendre en ville pour un événement, et à son arrivée, il est accueilli par l'hôte, Rédoc.
Alors qu'ils entrent dans la salle du banquet, Redok remarque l'épée à la taille de Noah, et elle a l'air plutôt spéciale, alors il l'interroge à son sujet. Noah explique que c'était un cadeau de son frère, la grande épée, Léviathan, et ils sont tous stupéfaits de réaliser que Noah possède un trésor national. Quelques-unes des personnes présentes ne peuvent pas croire qu'un enfant posséderait un trésor national, même s'il est prince, et par quelques personnes, je veux dire ce type particulier à l'arrière, qui dit ouvertement que l'épée est probablement une réplique jouet. Noah refuse de laisser un tel manque de respect impuni, alors il libère un peu du pouvoir de son épée pour prouver que c'est l'original, mais il finit par aller un peu trop loin, faisant presque s'évanouir tous les présents à cause de l'énergie écrasante. Il finit par mettre fin à sa démonstration de pouvoir, et tout le monde est visiblement secoué. Mais pour arranger les choses, Redok parle de l'incroyable capacité de Noah à manier une telle arme, et tout le monde suit parce qu'ils ne veulent pas encourir sa colère. En vérité, Noah n'était pas si en colère à ce sujet, mais l'épée l'était, c'est pourquoi elle a agi en son nom. L'hôte demande à Noah ce qu'il compte faire de l'homme qu'il a manqué de respect, et normalement, une situation comme celle-ci appellerait une punition sérieuse, mais Noah décide de laisser couler parce que ce n'est pas si grave. La fête se poursuit comme prévu par la suite, et tous les nobles approchent Noah les uns après les autres pour se présenter. Les suivants sont Byron Allen, le chef de la compagnie Allen, et sa fille Cindy. Après les avoir regardés, Noah déduit que Cindy doit être adoptée, et Byron est surpris de l'entendre dire cela, mais Noah a en effet raison sur le fait qu'elle est adoptée. Il demande comment Noah a pu savoir que Cindy est adoptée. Alors il explique qu'il a remarqué que Byron se comporte avec la retenue d'un noble né dans la haute société, tandis que Cindy se comporte comme quelqu'un qui apprend encore les ficelles. De plus, il peut dire qu'elle était autrefois une esclave par la façon dont elle l'a regardée quand il a dit qu'elle était adoptée. Byron commence à s'excuser de ne pas avoir expliqué plus tôt et précise qu'il a effectivement acheté Cindy à l'origine comme son esclave, mais elle est intelligente et apprend rapidement, alors il a pensé qu'il valait mieux l'éduquer comme sa fille pour qu'elle puisse un jour hériter de son entreprise. Il suppose que Noah doit détester l'idée qu'un noble adopte une esclave comme sa fille, mais au contraire, Noah approuve grandement la décision de Byron. Il dit à Byron que lui et sa fille sont les bienvenus pour visiter son manoir à tout moment parce qu'il aimerait en savoir plus sur leur vie. Le lendemain, Noah se rend au marché pour jeter un coup d'œil aux alentours, et pendant qu'il est là, il tombe sur l'un de ses frères, le 8e prince, Oscar. Il demande ce que Noah fait ici tout seul, alors il explique qu'il se promenait pour s'amuser. Oscar ne voit pas ce qui est si amusant dans une promenade, mais puisque Noah n'est pas occupé pour l'instant, il lui demande s'il aimerait se joindre à lui pour une petite chasse au trésor. Cela attire l'attention de Noah, alors il accepte de se joindre à lui, et Oscar l'emmène à Cobalt Street. Cet endroit est connu pour les innombrables artefacts qui y sont vendus, mais il y a aussi un bon nombre de contrefaçons, c'est pourquoi trouver des artefacts authentiques est vraiment difficile. Noah et Oscar passent l'après-midi à chercher sur le marché des artefacts décents, mais peu importe à quel point Oscar cherche, il ne trouve rien de bon. Il est prêt à abandonner et à rentrer chez lui, mais soudainement, Noah repère un livre qui attire son attention. Il propose immédiatement de l'acheter, alors le propriétaire de l'étal dit qu'il doit payer 3 rennes. Après avoir payé, Oscar vient demander à Noah s'il y a quelque chose de spécial avec le livre, mais dès qu'il pose les yeux dessus, il réalise que le livre est le grimoire du sorcier légendaire Andrea, et quelque chose d'aussi précieux vaudrait normalement des milliers de rennes, donc le propriétaire de l'étal vient de perdre son fonds de retraite sans le savoir. Oscar demande comment Noah savait que c'était un grimoire puisque très peu de gens savent à quoi il ressemble réellement, mais en vérité, Noah n'avait aucune idée que c'était un grimoire au départ. Il a juste vu l'une de ses stats augmenter quand il a touché, alors il voulait l'acheter pour le boost de stats. Mais maintenant qu'il y pense, si cette chose augmente les stats, alors cela doit être similaire à son épée, ce qui voudrait dire qu'elle a une conscience propre. Pour tester sa théorie, Noah pointe Léviathan vers le livre, et soudainement, une énergie sombre commence à en jaillir alors qu'un esprit malveillant émerge. Oscar réalise maintenant que le grimoire devait avoir l'âme du sorcier scellée à l'intérieur, et maintenant qu'il est devenu un esprit vengeur, il va attaquer tout ce qui est à portée. Il avertit Noah de reculer, mais il sait exactement comment gérer cette chose, alors il lève son épée et frappe avec une attaque d'eau à pleine puissance. En conséquence, l'esprit est complètement détruit, et Oscar est content que la situation ait été gérée, mais il craint que quelqu'un ait pu être blessé pendant le chaos. Cependant, Noah lui dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour cela, puisqu'il a veillé à diriger son attaque vers le ciel. C'est impressionnant que Noah ait pu prendre la meilleure décision avec si peu de temps pour réfléchir, mais Oscar est plus étonné par le fait qu'il ait vaincu l'esprit d'un sorcier légendaire en un seul coup. Juste à ce moment, un propriétaire de boutique locale nommé Alan approche les deux et dit qu'il a une proposition pour eux. Il explique qu'il a un artefact qu'il n'a pas pu utiliser pendant un moment maintenant, mais après avoir vu la démonstration de force de Noah, il pense qu'il pourrait être capable de le réveiller. Noah est intrigué, alors lui et Oscar suivent Alan jusqu'à sa boutique où on leur présente une bague spéciale. Pour la plupart des gens, elle ne fait rien,
mais selon les rumeurs, elle s'éveillera quand quelqu'un de digne la mettra. Cela ressemble à une arnaque classique, mais Noah n'a rien à perdre, alors il décide d'essayer, et à sa surprise, la bague réagit à lui et finit par former une puissante armure autour de lui. Noah décide de prendre la bague puisqu'elle a une myriade de capacités défensives, et sur le chemin du retour, il a une opportunité inattendue de la tester lorsque le prêteur sur gage de tout à leur essaie de l'attaquer pour se venger. La bague crée automatiquement un bouclier pour défendre Noah, et le type est projeté au sol, donc il ne sera plus un problème maintenant. Noah se rend plus tard à l'une des performances de la chanteuse, et après avoir attaqué un noble, ce prêteur sur gage est condamné, donc la chanteuse n'a plus à s'inquiéter à son sujet. Mais il s'avère qu'il n'était pas le seul fauteur de troubles parce que, après que la chanteuse a terminé sa performance, 2 hommes ivres montent sur scène et essaient de flirter avec elle. Noah intervient et les chasse, mais il en a assez des ennuis constants ici, alors il demande au propriétaire d'arrêter d'accepter des clients comme eux. Le propriétaire est d'accord que c'est un peu un problème, mais ce sont les seuls clients qu'il a, donc il ne peut pas se permettre de rester en affaires sans eux. Dans ce cas, Noah propose d'acheter l'entreprise carrément et offre au propriétaire un énorme sac de pièces. La chanteuse approche Noah pour le remercier de l'avoir protégé, et elle ne sait pas comment elle pourrait jamais le rembourser, mais Noah dit que tout ce qu'il veut, c'est l'entendre chanter, alors il lui demande de jouer une chanson de plus pour lui. Un matin, Noah se prépare pour la journée lorsqu'il reçoit la nouvelle que Marley mort, le général de Holjoie, est là pour lui rendre visite. Holjoie est l'une des terres les plus prometteuses du fief de Noah, donc il accepte de rencontrer Marley et dit à ses servantes de le faire entrer. Marley le salue dans la salle de réunion, mais Noah lui dit qu'il n'y a pas besoin de formalité et demande à Marley de s'asseoir. Marley et Noah se sont rencontrés pour la première fois il y a 1 an et demi, environ lorsque Marley a été nommé général de Holjoie, et en parlant de cela, Noah lui demande comment ça se passe. Il se souvient que Marley a reçu un ordre impérial pour gérer le contrôle des inondations de la région, mais à voir son expression, il peut dire que les choses ne se passent pas bien de ce côté. Holjoie est une riche terre agricole céréalière qui longe une rivière courbe, mais cela la rend sujette à des inondations occasionnelles. C'est pourquoi l'empereur a ordonné que des fonds soient fournis pour les secours en cas de catastrophe. Marley explique qu'il n'a pas pu apporter de changements significatifs, et la raison principale est que le ministre des Finances ne cesse de trouver des excuses pour éviter de disperser les fonds nécessaires. Noah est incroyablement mécontent lorsqu'il entend cela, car cela ressemble à un cas flagrant de détournement de fonds publics. Alors il demande à Marley de l'accompagner car ils vont rendre une petite visite au ministre. Peu de temps après, Noah rend visite au ministre des Finances pendant le déjeuner, et le ministre est aussi gras et huileux que Noah s'y attendait. Le ministre essaie d'abord de le flatter, mais Noah va droit au but et lui demande pourquoi il n'a pas donné à Marley les fonds nécessaires pour gérer les inondations à Holjoie. Le ministre reste calme et dit à Noah qu'il a une très bonne raison pour cela, mais Noah l'interrompt et lui dit qu'il ferait mieux de ne pas le prendre pour un enfant. Après tout, rabaisser un prince est une offense passible d'exécution. Le ministre commence maintenant à devenir un peu nerveux. Alors il explique rapidement que lors de l'inondation de l'année dernière, l'empereur a généreusement accordé à Holjoie une exemption fiscale, donc il pensait qu'il serait juste que Holjoie utilise l'argent qu'ils ont économisé pour réparer les inondations cette année. C'est la déclaration la plus absurde que Noah ait entendue au cours de ses 6 courtes années de vie dans ce monde, alors il demande au ministre s'il le prend pour un imbécile ou quoi. Il est clair que l'exemption a été accordée parce que Holjoie n'avait pas d'argent pour payer des taxes l'année dernière, donc pour le ministre de parler comme si Holjoie avait encore cet argent est une insulte à l'intelligence de Noah. Le ministre réalise qu'il est dans une situation délicate maintenant, alors il pense frénétiquement à une autre excuse et dit ensuite à Noah que la raison pour laquelle il ne peut pas remettre l'argent pour les inondations est qu'il en a besoin pour l'empereur. Il pense qu'en utilisant le nom de l'empereur, Noah ne pourra plus lui tenir tête, mais son excuse est que l'empereur devient assez vieux, donc il veut lui construire une villa royale, et c'est trop pour Noah. Il dit au ministre qu'il vient de commettre un crime grave car non seulement il a appelé l'empereur un vieil homme, mais il a aussi utilisé son nom comme un moyen de couvrir son stratagème. Et pour couronner le tout, son excuse était aussi stupide que « il y a un territoire qui inonde, mais j'ai besoin de l'argent pour construire une villa ». Le ministre commence à supplier pardon car il réalise à quel point il vient de gâcher les choses, mais Noah lui dit que s'il ne veut pas que l'empereur entende parler de cela, alors il ferait mieux de remettre les fonds immédiatement. Le ministre s'enfuit en panique pour faire ce que Noah a demandé, et il semble que l'affaire ait été officiellement résolue, donc Marley remercie Noah pour son aide. Il s'excuse aussi d'avoir impliqué Noah dans une situation comme celle-ci, mais il n'avait pas d'autre choix puisqu'il n'aurait pas pu gérer le premier ministre tout seul. Alors que Noah se prépare à rentrer chez lui, il reçoit soudain un message disant que l'empereur veut avoir une réunion avec lui. Noah est surpris car il est rare que son père le convoque sans raison, mais cela doit être important, donc Noah laisse tout tomber et se rend au château de son père. À son arrivée, Noah salue l'empereur, mais il lui dit qu'il n'y a pas besoin d'être si formel avec lui. Tout d'abord, il veut féliciter Noah pour avoir si bien géré le ministre des Finances.
Noah est surpris que l'empereur soit déjà au courant alors que cela vient littéralement de se produire il y a quelques minutes, mais on lui dit que l'information est l'une des armes les plus puissantes que l'on puisse manier, et en tant qu'empereur, son réseau d'information est inégalé. Noah apprécie les éloges de son père, mais il lui dit qu'il faisait seulement ce qu'il pensait être juste. Même ainsi, l'empereur est impressionné que Noah puisse voir à travers la tromperie aussi facilement, alors qu'il n'a que 6 ans. Il a aussi entendu comment Noah a maîtrisé le pouvoir de Léviathan en si peu de temps, et c'est vraiment un exploit remarquable compte tenu de la nature sombre de l'épée. Noah est bien conscient de la noirceur de Léviathan, car elle aurait certainement tué toutes ces personnes à la fête s'il ne l'avait pas arrêtée. Mais même si l'épée est puissante, Noah n'a pas vraiment appris à manier correctement une épée, c'est pourquoi l'empereur lui a préparé un instructeur. C'est Damian Noble, et il est le plus grand épéiste de l'Empire que personne n'a pu vaincre, et l'empereur veut que Noah apprenne autant qu'il peut de lui. Noah accepte l'arrangement, mais avant que des leçons formelles ne commencent, Damian dit qu'il aimerait avoir un duel amical avec Noah. L'empereur ne pense pas que ce serait juste puisque Noah ne sait pas se battre avec une épée, mais Damian l'assure que ce ne sera qu'un simple test pour voir le potentiel que Noah possède. L'empereur finit par accepter le duel, donc Damian lève son épée et dit à Noah de l'attaquer comme il veut, donc Noah saisit Léviathan et charge vers Damian. Pendant qu'il se bat, Noah peut sentir les souvenirs et les compétences de l'ancien utilisateur de Léviathan s'écouler en lui, donc son jeu d'épée devient plus précis de minute en minute. Lui et Damian finissent par croiser le fer, et juste quand Damian pense qu'il a l'avantage, Noah fait un mouvement vers le haut avec son épée, désarmant le plus grand épéiste de l'Empire et laissant Damian et l'empereur sans voix. Noah possède les compétences d'un maître d'épée, donc il n'y a plus rien à lui enseigner. L'empereur est stupéfait par le fait que le plus grand épéiste vient de perdre contre son fils de 6 ans. Il est toujours très fier de son garçon d'avoir accompli quelque chose de si grand. En récompense, il propose de faire de Noah le responsable de l'examen de sélection des chevaliers de cette année, et Noah est grandement honoré par cette opportunité. L'examen de sélection des chevaliers est un événement annuel impliquant des participants du monde entier. Au sein de l'Empire, la puissance militaire est incroyablement importante. Les combattants gagnent leur préliminaire régional, puis se rassemblent tous dans la capitale pour une bataille finale, et celui qui sort victorieux obtient le titre de chevalier. Le premier travail d'un chevalier nouvellement nommé est de devenir le subordonné du juge en chef du tournoi. Et chaque fois que Noah gagne un subordonné talentueux, ses statistiques augmentent, donc il est excité de voir ce qui se passe. Le jugement se fait habituellement soit par round robin soit par élimination, mais Noah a quelque chose de différent en tête pour le tournoi de cette année, donc il demande la permission d'annuler les préliminaires régionales et de tenir tout le tournoi dans la capitale. Sa raison est qu'il aimerait voir tous les combats en personne, et il ne voudrait pas que des candidats forts soient exclus pour des raisons arbitraires parce qu'il n'est pas là pour l'arrêter. L'empereur lui dit qu'il est libre de faire ce qu'il veut, donc Noah avance avec son plan. De retour à la maison, Noah demande à Zoé si son village natal envoie jamais des concurrents pour l'examen de sélection des chevaliers. Elle confirme cela, mais ajoute que son village n'envoie habituellement qu'une personne en espérant qu'elle se fasse un nom au nom du village. Noah l'informe qu'il a décidé de supprimer les préliminaires régionales, donc son village est libre d'envoyer autant de candidats qui le souhaitent. Et Zoé est heureuse de l'entendre, mais elle dit à Noah qu'il y a encore un gros problème. Une partie de la raison pour laquelle son village n'envoie qu'un seul candidat est qu'ils ne peuvent pas se permettre les frais de voyage et d'hébergement nécessaires pour rester dans la capitale pendant la durée du test. Tout le village doit essentiellement rassembler son argent pour financer un seul candidat, donc en envoyer plus n'est pas vraiment possible pour eux. Cependant, Noah ne veut pas que des personnes talentueuses soient retenues par un manque de finances, donc il décide qu'il va couvrir les frais de voyage et d'hébergement pour tous les candidats cette année. C'est certainement une merveilleuse idée, mais payer l'hébergement pour tant de personnes coûterait une somme astronomique, et ils n'ont pas ce genre d'argent à gaspiller. Cependant, Noah a déjà un plan en tête. Il dit qu'il va acheter tous les bâtiments vacants de la région pour loger les candidats, et si cela ne suffit pas, alors il fera construire une auberge pour les accueillir. De cette façon, l'argent dépensé aura toujours de la valeur même après la fin du tournoi. Pour la nourriture, il prévoit de consulter tous les marchands avec qui il a des connexions pour trouver la meilleure offre. Il finit par appeler une réunion avec Byron et demande un coût estimé pour son plan. Cependant, quand Byron fournit une estimation, il est pris au dépourvu parce que le prix est beaucoup trop bas. Il est impossible que Byron puisse faire un profit avec des chiffres comme ceux-ci, mais Byron dit que ce n'est pas un problème puisqu'il veut juste être utile au prince. Oui, Noah ne tombe pas dans le panneau. Il sait que les marchands ne donnent jamais rien gratuitement, donc il demande à Byron de sortir le grand jeu et de dire ce qu'il veut en échange. Byron est surpris que Noah en sache tant sur le fonctionnement des affaires alors qu'il est si jeune, mais puisque c'est le cas, il n'y a plus de raison de le cacher. Il parle du fait qu'il y a un processus de sélection pour le personnel du château, et il espérait que Noah pourrait tirer quelques ficelles pour qu'un des serviteurs de Byron soit embauché. De cette façon,
Si des affaires importantes devaient se passer dans les murs du château, Byron serait l'un des premiers à en entendre parler. Noah accepte les termes, et en signe de sincérité, Byron jure de soutenir pleinement Noah et Noah seul au sein de la famille royale. Gagner Byron comme subordonné a vraiment boosté ses statistiques, mais en vérifiant sa fenêtre de stats, il réalise que sa statistique de magie de l'eau vient de baisser d'un rang. Sa haute stat d'eau vient du territoire qu'il possède, donc cela doit signifier que quelque chose s'est mal passé à Almaria. Il se précipite immédiatement pour rencontrer son père et l'informer que quelque chose s'est produit à Almaria, et bien que le roi le croie, il demande à Noah comment il pourrait possiblement savoir cela. Noah ne peut pas exactement révéler son écran de stats, donc il garde sa réponse vague et dit qu'il a remarqué des signes depuis un moment maintenant. Cela satisfait apparemment la curiosité de l'empereur, et il parle ensuite de la situation, et c'est alors que Noah découvre qu'il y a une rébellion en cours là-bas. L'empereur demande à Noah s'il aimerait gérer l'affaire personnellement, mais après y avoir réfléchi, Noah dit qu'il ne veut pas le faire. La plupart des nobles sauteraient sur l'occasion de réclamer la gloire au combat, mais il croit qu'Henri serait un meilleur choix puisqu'il a plus d'expérience avec ce genre de situation. Plus tard cette nuit-là, Henri et Noah roulent ensemble dans un carrosse, et Henri lui demande s'il en est sûr puisque, avec la façon dont cette nation fonctionne, il aurait pu considérablement augmenter son statut en obtenant un grand accomplissement au combat. Noah explique qu'il n'est pas assez compétent pour être déployé dans une bataille, et même s'il trouvait un moyen de survivre, beaucoup de ses soldats mourraient probablement en vain, et c'est quelque chose qu'il aimerait éviter. Soudainement, Léviathan avertit Noah d'une intention hostile devant eux, donc il dit au conducteur d'arrêter le carrosse. Il sait que ce doit être les rebelles qui tentent de l'assassiner, et puisque c'est lui qu'il recherche, il part en courant pour s'éloigner le plus possible d'Henri. Juste à ce moment, 4 jets d'eau jaillissent du sol, et ils convergent tous sur Noah alors que les rebelles se montrent, mais Noah s'est défendu avec son bouclier, donc il va toujours parfaitement bien. Les rebelles essaient ensuite de sauter sur Noah, mais il est bien trop habile pour qu'il puisse le gérer, donc Noah les maîtrise facilement tous en quelques secondes. Henri est émerveillé par la facilité avec laquelle Noah a pu maîtriser les rebelles, mais il pense que c'est dommage qu'il n'ait pas pu en interroger aucun puisqu'ils auraient pu obtenir des informations précieuses. C'est alors que Noah l'informe que les rebelles sont en fait toujours en vie. Tout ce qu'il a fait, c'est les assommer, donc Henri est libre de les interroger autant qu'il le veut. Plus tard, Noah avait entendu que les rebelles d'Almaria sont principalement constitués de cavalerie, mais Almaria n'a pas de ferme équestre, donc les rebelles doivent obtenir leurs chevaux et leurs fournitures de l'extérieur du territoire. Et savoir cela a donné une idée à Noah. Il appelle Byron et lui ordonne d'acheter toute la nourriture pour chevaux dans les régions entourant Almaria. De cette façon, ils manqueront de nourriture pour leurs chevaux tôt ou tard, et cela devrait rendre beaucoup plus facile pour Henri d'éliminer la rébellion. Plus tard, Noah rencontre l'empereur, et d'après les assassins que Noah a capturés, il semble que les rebelles voulaient seulement le kidnapper pour l'utiliser comme monnaie d'échange. Cependant, vu la facilité avec laquelle ils ont avoué cela, Noah pense qu'ils cachent peut-être quelque chose. Le roi est du même avis, mais il assure à Noah qu'il a ses méthodes pour faire parler les prisonniers. Noah sait que cela signifie probablement que les captifs vont subir la peur de l'angoisse et du désespoir, mais il préfère ne pas s'impliquer là-dedans, alors il dit qu'il laissera la torture à son père. L'empereur félicite ensuite Noah pour avoir si bien su se défendre, car s'il avait été capturé, l'Empire aurait été forcé de prendre une décision difficile. Il loue également Noah pour son idée brillante d'affamer les chevaux des rebelles, mais Noah ne sait pas du tout comment l'empereur a découvert cela alors qu'il vient tout juste de donner l'ordre. L'empereur explique alors que n'importe qui peut concevoir une tactique de famine, mais qu'il faut un vrai génie pour réaliser qu'une telle manœuvre aurait poussé les rebelles à attaquer les populations environnantes, donc il est vraiment fier de Noah. Un peu plus tard, Noah se promène lorsque Byron vient le rencontrer, et il semble avoir terminé la tâche que Noah lui avait confiée. Il dit qu'il leur sera facile d'acquérir toute la nourriture pour chevaux avant que les rebelles ne puissent l'acheter, mais le chef des rebelles, Carfan, est extrêmement tenace et fera tout ce qu'il faut pour atteindre son but, donc il avertit Noah d'être prudent. C'est alors que Zoé s'approche de Noah parce qu'il y a apparemment un homme blessé à la porte, et il prétend avoir un rapport important à remettre à Noah. Noah est intrigué, alors il se dirige vers la porte pour rencontrer l'homme et découvre que c'est un chevalier qui travaille à Almeria. Il informe Noah que son supérieur a récemment lancé une rébellion à Almeria, et qu'on lui a ordonné de rejoindre les forces rebelles, mais il n'a pas pu s'y résoudre, alors il a fui pour en informer Noah. Noah était déjà au courant de la rébellion, mais il remercie quand même le chevalier de l'en avoir informé et demande à sa servante de soigner ses blessures. Il décide également de donner au chevalier une récompense de 1000 rennes pour sa loyauté, mais Byron est surpris que Noah aille aussi loin alors que l'information fournie par le chevalier n'est même plus utile. Noah en est conscient, mais le fait que le chevalier ait choisi de venir jusqu'ici pour transmettre cette information, bien qu'il sache qu'il mettrait sa vie en danger, montre une vraie loyauté, et Noah veut le récompenser pour cela. Un peu plus tard, Noah est dans son bureau à classer des documents quand, tout à coup, Zoé entre et elle a l'air très nerveuse.
Elle s'effondre sur le sol et tend à Noah une bourse de pièces, mais Noah n'est pas sûr de ce dont il s'agit, alors il lui demande ce qui se passe. Elle lui dit qu'un type quelconque lui a juste remis ce sac d'argent et lui a dit de verser un somnifère dans le thé de Noah pour qu'il puisse le kidnapper, alors elle est venue le dénoncer. Noah suppose que ce doivent être les rebelles qui tentent de nouveau de s'en prendre à lui, mais il se demande pourquoi Zoé a même pris la peine d'accepter le poison et l'argent au départ. Elle dit à Noah qu'elle ne pourrait jamais le trahir après tout ce qu'il a fait pour elle, mais ils ont menacé de la tuer si elle n'acceptait pas la mission, donc elle n'a eu d'autre choix que de faire semblant de jouer le jeu. Noah comprend la situation, et il est reconnaissant que Zoé ne l'ait pas vendue, alors il lui offre un bonus de 5000 rennes en récompense, soit 10 fois le montant que les rebelles ont tenté de lui offrir. Zoé essaie d'abord de refuser puisqu'elle ne pense pas que ce soit correct d'accepter autant d'argent de sa part, mais Noah lui dit de simplement le prendre parce qu'il a un service à lui demander. Zoé dit qu'elle est prête à tout faire pour lui, mais alors Noah lui dit qu'il va volontairement avaler le somnifère, et après qu'il se sera endormi, il veut qu'elle laisse les rebelles l'emporter. Zoé pense que c'est beaucoup trop risqué, mais elle ne peut pas aller contre les ordres de Noah, alors elle fait comme il dit. Quelques heures plus tard, Noah se retrouve ligoté à l'arrière d'une calèche. C'est à peu près ce à quoi il s'attendait, c'est pourquoi il a caché le Léviathan rétréci dans son oreille pour que les rebelles ne le lui prennent pas. Heureusement, il a encore sa bague, alors il utilise son pouvoir pour couper les cordes, et une fois libre, il demande à Léviathan de lui montrer ce qui s'est passé pendant qu'il était inconscient. En gros, après avoir bu le thé drogué, les rebelles ont fait irruption et ont emporté le corps de Noah avant de le charger dans cette calèche et de s'enfoncer dans la forêt. Il semble s'être arrêté pour faire une pause, donc Noah pense que c'est le moment parfait pour passer à l'action et sort de la calèche pour les affronter. Les rebelles ne s'inquiètent pas au début quand ils voient que Noah s'est libéré, car ils supposent qu'un gamin ne pourrait en aucun cas tous les vaincre. Cependant, Noah commence à les abattre sans effort l'un après l'autre, et en un rien de temps, il est le seul encore debout. Quelques instants plus tard, Noah remarque qu'un groupe de chevaliers approche, et Zoé est là aussi. Il lui demande ce que tout cela est censé être, alors elle explique que même si tout s'est passé selon le plan de Noah, elle était quand même inquiète, alors elle a contacté les chevaliers et organisé une opération de sauvetage pour Noah. Noah apprécie la pensée, mais il n'y a plus grand-chose à faire maintenant, alors il demande simplement aux chevaliers de s'occuper des criminels dont il vient de s'occuper. Les chevaliers font comme on leur dit, mais en déplaçant les corps, l'un d'eux laisse tomber un poignard, et Noah remarque quelque chose d'étrange à son sujet, alors il ordonne à tout le monde de reculer pendant qu'il examine de plus près. Il peut sentir une quantité incroyable de malveillance émaner de cette chose, et il est assez clair qu'elle a été maudite par quelqu'un. Mais les malédictions fonctionnent dans les deux sens, et Noah peut maintenant l'utiliser pour retrouver le propriétaire. Il prépare Léviathan et se prépare à utiliser son pouvoir pour régler les comptes une fois pour toutes. Une énorme quantité d'énergie est lancée dans les airs, et peu de temps après, elle atteint la stratosphère avant de se rediriger vers une cible spécifique. La cible en question est Carfan, le chef des rebelles, et avant même de savoir ce qui l'a frappé, il est oblitéré. Le lendemain matin, l'empereur convoque Noah à une réunion pour lui dire à quel point il est fier. Il vient d'apprendre que le chef des rebelles s'est fait exploser la tête par un coup d'épée intercontinental, et Noah est simplement content que cela ait fonctionné parce qu'il ne savait pas si cela avait réellement touché Carfan ou pas la nuit dernière. Avec le chef rebelle mort, le reste des rebelles a rapidement sombré dans le chaos, et peu de temps après, Henri a réussi à les supprimer complètement. Une fois que chaque participant à la rébellion a été capturé, une réunion est tenue pour annoncer la punition qu'ils subiront pour leurs crimes. L'empereur est vraiment furieux du fait que ces gens aient tenté de s'emparer des terres de Noah, alors il ordonne qu'ils soient tous écartelés. Tout le monde commence à acclamer la décision de l'empereur parce qu'il n'oserait pas le remettre en question, mais Noah a en réalité quelque chose à dire. Il dit à son père qu'il ne pense pas que l'écartèlement des coupables soit la meilleure ligne de conduite ici, et ce n'est pas parce qu'il pense qu'il devrait être pardonné ou quoi que ce soit, mais la loi impériale a des peines clairement établies pour les cas de rébellion. Les chefs de la rébellion doivent être pendus, tandis que ceux qui y ont participé doivent être décapités. L'empereur pense qu'une mort sans douleur est bien trop douce pour ces gens, mais quoi qu'il en soit, Noah lui dit que même s'il est l'empereur, il doit toujours suivre la loi impériale. Sinon, il porterait atteinte à l'intégrité de la famille royale. L'empereur réalise que Noah a raison sur ce point, mais il dit qu'il ne sera pas satisfait si les coupables reçoivent une punition trop clémente, alors il ordonne qu'ils soient punis avec la plus grande sévérité permise par la loi, sans aucune clémence. Noah n'a aucune objection à cela, donc l'empereur officialise, et il ordonne au Premier ministre de s'assurer que les punitions sont correctement exécutées. Tous les nobles dans l'assistance étaient d'abord silencieux puisqu'ils ne savaient pas comment l'empereur répondrait à l'attitude effrontée de Noah, mais maintenant qu'ils savent que l'empereur est du côté de Noah, ils commencent tous à le louer pour sa bravoure exemplaire. Maintenant que l'audience est terminée, l'empereur se lève de son trône et s'approche de Noah pour le remercier d'avoir été si direct plus tôt, puisqu'il l'a empêché de salir le bon nom de l'Empire, et il dit qu'il prévoit de le récompenser pour ses efforts. Il déclare qu'il accordera un titre à Noah,
car tout enfant est capable de tenir tête à son père, mais la sagesse de le faire au bon moment est un talent qui mérite d'être reconnu. Ainsi, l'empereur annonce que Noah sera désormais connu sous le nom de prince sage, ce qui est un grand honneur car c'est un titre extrêmement rare. En toute honnêteté, si Noah avait quelques années de plus, l'empereur aurait peut-être envisagé de le faire prince héritier sur le champ, mais il est encore bien trop jeune pour une telle position, donc c'est le mieux qu'il puisse obtenir pour l'instant. Cela dit, l'empereur se souvient que l'examen de sélection des chevaliers va bientôt commencer, alors il demande à Noah s'il a décidé comment il entend le juger. En fait, Noah a un plan infaillible pour l'événement, mais il préfère en partager les détails en privé, alors il demande à l'empereur d'attendre plus tard. Après la fin officielle de l'audience, Noah emmène l'empereur dans le jardin et fait se tenir 4 serviteurs avec des seaux d'eau pendant qu'il sirote une tasse de thé. Lorsqu'il donne le signal, les 4 serviteurs tentent de lui jeter l'eau, mais Noah utilise sans effort le bouclier de sa bague pour bloquer chaque dernière goutte. C'est ainsi qu'il prévoit de juger les candidats de l'examen de sélection. Il les fera l'attaquer un par un et jugera ensuite leur performance en fonction de leur proximité à réellement le toucher. L'empereur est impressionné puisque cette méthode retire beaucoup du stress d'évaluation à Noah, tout en s'assurant que c'est juste et égal. Cependant, il est un peu inquiet des risques, car si l'un des participants se trouve être assez fort pour percer le bouclier de Noah, alors il pourrait être sérieusement blessé. Noah est conscient des risques, mais il assure à son père que tout ira bien parce qu'il a des mesures en place pour une telle éventualité. Plus tard, l'empereur se rend au trésor royal avec le Premier ministre, et en chemin, le Premier ministre lui demande s'il est sûr que c'était une bonne idée d'admettre ouvertement qu'il pense que Noah est un bon candidat pour son successeur. L'empereur n'y voit rien de mal puisqu'il est assez évident que Noah est un génie. Après tout, il a éliminé un chef ennemi à son âge sans même avoir mis les pieds sur un champ de bataille, et c'est un exploit digne de reconnaissance. Il y a aussi le fait que l'épée magique en sa possession détient un pouvoir inimaginable, et même aujourd'hui, une partie de ce pouvoir reste scellée parce qu'il serait trop dangereux pour une personne ordinaire de la manier, mais quelque chose dit à l'empereur que Noah pourrait probablement la maîtriser. Le jour du tournoi de sélection des chevaliers arrive enfin, et tout le monde a été informé des règles. Noah va rester assis sur sa chaise toute la journée, et un par un, chaque candidat chevalier doit s'approcher et l'attaquer. Son bouclier est plus que suffisant pour arrêter leurs attaques, donc personne n'a encore réussi à s'approcher de frapper Noah. Même la magie est complètement inefficace contre ses défenses, donc il semble que personne n'ait la moindre chance ici. Le temps passe, et c'est le moment du dernier candidat de la journée, alors Shirley sort sur la scène et tire son épée avant de charger Noah de toutes ses forces. Le bouclier de Noah s'active comme prévu, mais l'épée de Shirley parvient en fait à le traverser, ce à quoi Noah ne s'attendait vraiment pas, donc il finit par être un peu transpercé au bras. Les gardes arrêtent immédiatement Shirley pour avoir osé blesser le prince, mais Noah leur dit de la relâcher immédiatement parce que l'attaquer était tout l'objet du concours, et il n'aurait pas organisé cela ainsi s'il n'était pas prêt à accepter quelques blessures en conséquence. Quoi qu'il en soit, puisque Shirley a réussi à percer ses défenses, Noah annonce qu'elle a réussi son test. Noah l'a plus tard invitée à venir dans ses quartiers, et une fois arrivée, elle lui a demandé nerveusement ce qu'il voulait dire en disant qu'elle avait réussi son test. Elle suppose que cela signifie que Noah va la punir d'une manière ou d'une autre pour l'avoir blessée, mais Noah lui dit qu'il ne lui en veut vraiment pas pour ce qui s'est passé. En fait, il aimerait qu'elle l'attaque une fois de plus. Shirley est encore un peu nerveuse et ne sait pas quoi faire, mais Noah lui rappelle qu'elle est un chevalier et que son travail en tant que chevalier est de suivre ses ordres quels qu'ils soient, alors elle prend son épée et charge Noah. Son bouclier s'active comme prévu, mais contrairement à la dernière fois, peu importe à quel point Shirley pousse, elle est incapable de percer. Noah explique qu'il aurait pu l'arrêter pendant le concours s'il avait voulu, mais il voulait voir si elle était le type de chevalier qui irait au bout de ses ordres d'attaque quelle que soit la situation. La plupart des gens se seraient retenus parce qu'ils avaient peur de blesser Noah, mais elle a chargé à pleine puissance, et c'est le genre d'engagement que Noah veut. Shirley jure sa loyauté éternelle à Noah, et alors qu'il regarde son écran de statut, il se rend compte que l'avoir comme subalterne vient de lui donner un boost significatif. Juste à ce moment, Zoé entre avec un médecin pour soigner les blessures de Noah, car cela doit encore être pris en charge, et heureusement, le coup de Shirley n'a touché aucun os ni artère majeure, donc le médecin peut panser Noah assez rapidement. Shirley est émerveillée car elle ignorait que les blessures pouvaient être traitées de cette manière, surtout qu'il n'y a pas de médecin dans son village. Noah est surpris d'apprendre cela, alors il demande à Shirley ce que les gens de son village font habituellement quand l'un d'eux tombe malade. Shirley explique qu'il laisse les choses comme ça et espère que ça s'améliore tout seul, ce qui ne finit généralement pas bien. Noah ne peut pas laisser les choses en l'état, alors il demande au médecin quel est le moyen le plus rapide de devenir médecin, et on lui répond qu'il faudrait d'abord devenir apprenti. Ainsi, Noah se tourne vers Shirley et lui dit de rassembler les personnes les plus intelligentes et travailleuses de son village et de les lui amener parce qu'il va faire en sorte que le médecin les prenne comme apprentis. Il l'assure que toutes les dépenses seront couvertes, donc elle n'a pas à s'en inquiéter,
et Shirley est très reconnaissante de la considération de Noah. Maintenant que Shirley est l'une des chevaliers de Noah, elle vit dans le manoir, donc le lendemain matin, elle se réveille et s'habille pour ses devoirs. En descendant, elle tombe sur Zoé, alors elle la salue et mentionne qu'elle a à peine pu dormir la nuit dernière parce qu'elle n'est pas habituée à dormir dans une si grande pièce. Elle est honnêtement surprise par la façon dont les serviteurs ici sont bien traités, et il est clair qu'ils aiment tous Noah plus que quiconque parce qu'il les traite bien. Parmi tous les princes, il est largement connu que Noah est de loin le plus gentil, ce qui n'est pas exactement difficile puisque la plupart des royaux ont tendance à être des imbéciles. Pourtant, Noah est aimé parce qu'il ne laisse pas son statut changer la façon dont il traite les autres. En fait, il y a d'innombrables jeunes filles qui tueraient pour avoir la chance de devenir l'épouse de Noah, et les autres servantes commencent à taquiner Zoé parce qu'elles savent qu'elle aime Noah plus que tout, mais Zoé nie timidement tout sentiment amoureux et dit qu'elle veut juste être utile à Noah, et Shirley ressent la même chose. Plus tard dans la journée, Noah est occupé à tamponner des documents avec Shirley à ses côtés, et quelques instants plus tard, un chevalier vient informer Noah que la liste des candidats chevaliers qu'il a choisis a été approuvée. Noah remercie le chevalier pour son travail et lui dit qu'il peut partir maintenant, mais il demande à Shirley de l'escorter à sa sortie. Shirley n'est toujours pas habituée à l'idée qu'elle est maintenant elle-même un chevalier de haut rang, alors elle s'incline pour remercier le chevalier de sa visite, mais le chevalier lui dit que ce n'est pas nécessaire car techniquement, elle est au-dessus de lui maintenant. Il peut dire que Shirley va faire un bon chevalier, mais avant de partir, il lui donne un conseil et lui dit qu'elle a une bonne situation en tant que chevalier de Noah, donc elle ferait mieux de ne pas tout gâcher. Tard dans la nuit, Noah organise une fête et fait jouer sa chanteuse préférée. La fête est pour commémorer son succès concernant la compétition de sélection des chevaliers, et Noah a invité Marley ici en remerciement pour tous les efforts qu'il a fournis pour en faire un succès. Il informe également Marley que tous les groupes de marchands qui ont des liens avec lui sont actuellement présents dans cette pièce, donc il ferait bien d'établir de bons liens avec tous parce que cela aidera sa propre entreprise à grandir. La performance de la chanteuse se termine bientôt, et Noah en est très satisfait, mais tout à coup, Zoé s'approche de lui en tenant une lettre, et elle dit qu'elle était adressée à Noah, mais elle n'est pas sûre de son contenu. Noah jette un coup d'œil à la lettre par curiosité, mais il n'est pas sûr non plus de ce qu'elle est censée signifier. Il demande qui a livré la lettre, mais apparemment le responsable s'est enfui des gardes après avoir déposé la lettre, donc il n'y a aucun moyen de savoir qui est derrière cela. Noah décide d'ouvrir la lettre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais Shirley le met en garde de ne pas le faire parce que cela pourrait être une sorte de piège. Noah est conscient des risques potentiels, mais puisque Léviathan ne réagit pas, il est certain que la lettre ne mettra pas sa vie en danger. Il ouvre la lettre et en sort un petit morceau de papier, qui indique que les restes des rebelles d'Almaria ont commencé à bouger. Zoé est surprise que les rebelles n'aient pas encore abandonné et se demande ce qu'ils pourraient planifier, mais Noah n'en a aucune idée. La lettre indique que la personne responsable de la livraison est retournée à Almiria pour agir comme espion infiltré pour lui, et Noah suppose que l'agent infiltré en question doit être ce chevalier qui est venu l'informer de la rébellion il n'y a pas longtemps. Zoé pense que Noah a raison puisque cet homme semblait vraiment beaucoup admirer Noah, donc il se donne du mal pour aider en signe de respect. Shirley pense que c'est une bonne nouvelle, mais Noah lui dit en fait que c'est terrible parce que ce chevalier n'a absolument aucune véritable formation d'espion, donc s'il essaie d'agir comme espion, il va se faire attraper en un rien de temps. Quand cela arrivera, il sera certainement soit torturé, soit tué, et Noah ne peut pas laisser cela arriver, donc il doit faire quelque chose. Henri est probablement déjà près du territoire d'Almiria, donc Noah prévoit de lui demander de l'aide, mais il n'y a aucune garantie qu'il arrivera à temps. Un peu plus tard, Noah reçoit une lettre de réponse de Henri, et il a apparemment fait de son mieux pour sauver le chevalier, mais au moment où il est arrivé, le chevalier avait déjà été découvert et torturé pour des informations. Noah aurait souhaité que le chevalier ait simplement tout dit aux rebelles, car ce n'est pas comme s'il avait beaucoup d'informations utiles pour commencer, mais au lieu de cela, le chevalier est resté absolument silencieux pendant qu'il le torturait, et en conséquence, il a été laissé dans un état critique. Au moment où Henri est arrivé, le chevalier était toujours inconscient mais heureusement en vie. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il survivra étant donné ses blessures. Noah se sent responsable de cela puisque, s'il avait simplement maintenu un réseau d'informations pour lui-même, le chevalier n'aurait pas ressenti le besoin de se mettre en danger pour acquérir ces informations pour Noah. Il se tourne vers Zoé et lui ordonne d'envoyer une lettre à Almiria et de dire à la personne en charge de ne pas ménager les dépenses pour soigner le chevalier parce que Noah les remboursera pour tous les coups encourus. Le lendemain, Noah se rend au marché avec Shirley comme garde, et elle est complètement émerveillée car elle n'a jamais vu autant de choses en un seul endroit auparavant. Cependant, Noah lui rappelle qu'elle est en service, donc ce n'est pas le moment pour elle de se laisser distraire. Shirley s'excuse et court pour rattraper Noah avant de lui demander pourquoi il a choisi de venir au marché aujourd'hui, et Noah l'informe qu'il est ici pour obtenir un cadeau pour Henri en remerciement pour avoir réprimé la rébellion sur son territoire. Ils entrent dans l'une des boutiques, et Noah explique qu'il cherche un bon cadeau pour son frère, donc le propriétaire sort un assortiment de tous les objets de fantaisie qu'il a en stock. Ils sont tous très beaux,
Mais aucun ne semble vraiment impressionner Noah, jusqu'à ce qu'il aperçoive un objet en particulier. Le propriétaire révèle que l'objet en question est une belle sculpture entièrement en verre faite par un artisan qualifié, mais comme l'art de créer des sculptures en verre est difficile à apprendre, seulement 2 statues comme celle-ci existent dans le monde. Noah pense que ce serait le cadeau parfait pour Henry, alors il dit au propriétaire qu'il veut l'acheter et lui offre 10 000 en paiement. Quelques instants plus tard, Henry arrive par hasard dans la boutique parce qu'il a entendu que le propriétaire ici a un trésor spécial en stock, mais il devient complètement silencieux quand il le voit par lui-même. Il demande au propriétaire si c'est vraiment une sculpture en verre authentique, et le propriétaire le confirme, mais au lieu d'être heureux, Henry semble en fait contrarié. Il n'existe que 2 de ces sculptures, mais il n'aurait jamais pensé qu'un propriétaire de boutique aléatoire pourrait trouver la seconde. Noah demande à Henry s'il sait où se trouve la première statue, et c'est alors que Henry révèle qu'il possède déjà la première. Cela met un sérieux frein au plan de Noah de la lui offrir comme cadeau, mais il a une idée. Il pourrait simplement donner à Henry la seconde statue comme prévu, mais une statue en 2 exemplaires vaut naturellement moins qu'une pièce unique, donc Noah prend la seconde statue et la brise en morceaux sur place. Parce que maintenant la statue de Henry sera unique en son genre, et cela va la rendre plusieurs fois plus précieuse qu'elle ne l'était déjà. Henry est surpris que Noah ait pu comprendre un concept aussi complexe, mais il est reconnaissant de la considération de Noah et promet de lui rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. Alors que Noah rentre chez lui pour la journée, Shirley lui demande si c'était vraiment nécessaire de détruire un trésor aussi précieux puisqu'il a dû le payer en fin de compte, mais Noah lui dit que cela n'a pas vraiment d'importance parce que ce n'était qu'un objet. Il dit que le seul trésor qui l'intéresse vraiment est les personnes qui se dévoueraient entièrement à lui, et pour lui, Shirley est l'un de ses trésors les plus importants. Elle a beaucoup appris sur lui au cours des derniers jours, et elle sait maintenant sans aucun doute qu'elle veut suivre Noah pour le reste de sa vie. 6 ans passent, et Noah est devenu un prince confiant de 12 ans, ce qui signifie qu'il est plus âgé, plus fort et prêt à faire des choses encore plus étonnantes. C'était la fin de l'épisode 5.